Bienvenue dans le débat consacré aux élections législatives au Royaume-Uni. Les Britanniques sont appelés aux urnes demain. La gauche travailliste est la grande favorite du scrutin après 14 ans de pouvoir conservateur. Selon les sondages, les travaillistes pourraient remporter plus de sièges même qu'à l'époque du New Labour de Tony Blair en 97 et les conservateurs connaître une défaite historique. Keir Starmer, le leader des travaillistes, sillonne l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles en cette dernière journée de campagne, tandis que Rishi Sunak fait campagne, lui, dans le sud-est de l'Angleterre, un fief conservateur dont certains sièges pourraient pourtant passer dans le camp du Parti libéral-démocrate de Sir Ed Davey. Boris Johnson a fait campagne hier aux côtés de Rishi Sunak. L'ancien Premier ministre a demandé à son électorat de rester fidèle au Parti conservateur afin d'éviter une majorité écrasante aux travaillistes. Alors on va revenir sur cette campagne. Pourquoi finalement les travaillistes pourraient-ils connaître un tel raz-de-marée lors de ces élections qui pourraient remettre en question l'existence même du Parti conservateur? Quel est le bilan de ces 14 années des Tories au pouvoir? Que proposent les travaillistes? Et y a-t-il finalement des leçons à tirer de cette séquence britannique pour la France? On va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Catherine Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le débat. Vous êtes économiste à l'OFCE et une spécialiste du Royaume-Uni. En face de vous, Esther Lenman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, ancienne correspondante à Londres pour Europe 1 pendant 15 ans. Bienvenue également dans l'émission du débat. Avec nous en direct de Londres, Quentin Peel. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Vous êtes journaliste indépendant, chercheur au programme du Royal Institute for International Affairs de Chatham House. Vous êtes également ancien correspondant du Financial Times à Bruxelles, Moscou, Bonn, Berlin et ancien rédacteur en chef d'ailleurs pour les affaires étrangères du Financial Times. Bienvenue à vous, Quentin Peel. Merci. Nous avons également Denis McShane qui va nous rejoindre. Il a un tout petit peu de retard, ancien ministre travailliste des Affaires européennes, qui va donc se joindre à nous dans quelques instants. La campagne a commencé il y a 6 semaines. Avant justement d'entamer notre discussion, je vous propose un point en image avec Florent Rodeau. Tout débute il y a 6 semaines. Sous la pluie londonienne, Rishi Sunak annonce à la surprise générale des élections législatives anticipées. Le moment est venu pour la Grande-Bretagne de choisir son avenir. Elle doit décider si elle veut s'appuyer sur les progrès accomplis ou si elle veut risquer de retourner à la case départ. Un argument qui fait aujourd'hui courir à son parti conservateur au pouvoir depuis 14 ans le risque d'une défaite historique. Sous son mandat, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Les dépenses publiques ont été réduites de plusieurs milliards, quand les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, eux, ont explosé. Une réalité qui devrait profiter à l'opposition travailliste. Selon les sondages, elle pourrait obtenir jeudi la plus grande victoire de son histoire récente, avec à la clé une possible majorité absolue. Ce retour en force sur le devant de la scène politique, elle le doit à son chef de file, Keir Starmer. Après avoir réorganisé le parti, le successeur de Jeremy Corbyn a su séduire les électeurs en quête de changement. Sous ma direction, nous avons pris ce parti et nous l'avons changé. Ce que nous demandons maintenant, c'est la possibilité de faire la même chose pour notre pays. Jeudi, 650 sièges seront à pourvoir à la Chambre des communes. Il en faudra 326 pour pouvoir former le prochain gouvernement britannique. Et d'après le tout dernier sondage qui vient de nous parvenir de YouGov, eh bien, les travaillistes pourraient remporter 431 sièges et le Tory, les conservateurs, 102 sièges. Quentin Peel, comment expliquer cette projection d'un tel raz-de-marée travailliste? Alors, c'est vraiment... le problème est chez le Parti conservateur. C'est une défaite du Parti conservateur qu'un triomphe pour le Parti travailliste. Et c'est à cause d'une perte de confiance dans ce gouvernement conservateur, vraiment au moins depuis le moment de Boris Johnson et le moment de Brexit. Alors, il y a 5 ans, Johnson a gagné une grande majorité aux élections. Mais depuis ce temps-là, vraiment, Brexit, c'est un désastre, Covid, c'est un désastre, l'inflation, l'économie, tout va mal pour le parti. Et le pauvre Rishi Sunak ne pouvait pas les sauver. Esther Lenman, ce serait cette claque en fait du Parti conservateur, c'est d'abord une claque pour le Parti conservateur plus qu'une victoire
prévues, hein, bien sûr, les élections je serais demain. plus nuancée. D'abord, je crois qu'effectivement, vous avez raison de mettre un tout petit peu de prudence parce que les instituts de sondage sont moins fiables en Grande-Bretagne qu'en France. Ils se sont plantés et il y a par exemple l'immense traumatisme pour les travaillistes où on annonçait une victoire éclatante en 92. Ils ont même fait une fête la veille du scrutin et finalement c'est les conservateurs. Donc restons un tout petit peu prudents encore quelques heures. Ce serait l'économie tout de même qui serait une des raisons, à votre avis, Catherine Mathieu, justement, d'une victoire aussi importante des travaillistes demain, si effectivement ils apparaissent victorieux? Je dirais surtout qu'il y a l'usure du pouvoir. On a 14 ans de conservateurs qui se sont succédés. Il y a eu effectivement la question du Brexit et Boris Johnson avait été brillamment réélu en 2019 pour réaliser le Brexit. Mais ensuite est arrivé le choc Covid, est arrivée la guerre en Ukraine avec la hausse des prix de l'énergie, une inflation au Royaume-Uni qui a dépassé 10%, un pouvoir d'achat des Britanniques qui s'est trouvé très entamé par cette hausse des prix de l'énergie. Et donc pour les conservateurs, ça fait un certain nombre de chocs qu'il faut arriver à gérer. On peut aussi mentionner l'épisode de Liz Truss qui, étant nommée première ministre, se met à annoncer un budget complètement délirant et à affoler les marchés. Donc tous ces chocs qui se sont suivis ont conduit les conservateurs à perdre régulièrement en popularité auprès des Britanniques. Et aujourd'hui, l'argument principal des travaillistes, c'est de dire mettons fin au chaos et réorganisons une économie britannique sur des bases plus sérieuses que ne le faisaient les conservateurs. Denis McShane, vous nous avez rejoint, ancien ministre travailliste des Affaires européennes. Votre livre, d'ailleurs, porte sur le parti travailliste qui prend le pouvoir. Hein, je le cite en français, le journal de Denis McShane. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous rejoignez l'analyse de Quentin Peel quand il dit que ce sont d'abord les conservateurs qui sont responsables d'un sondage qui donnerait un raz-de-marée victorieux pour les travaillistes ? Oui, c'est le dernier sondage. On est toujours prudent sur les sondages chez nous, mais ce sondage confirme les autres sondages ces dernières semaines, derniers 10-15 jours. Et il est clair que les Britanniques ont décidé de changer, un grand changement. C'est adieu à l'ère de Premier ministre Brexit anti-européen. Il veut se recentrer à avoir un gouvernement de gauche, modéré, réformiste, progressiste, mais avec les pieds plantés par terre. Donc, je pense qu'on va avoir un gouvernement de Keir Starmer dans 24 heures. Pardon, oui, dans 36 heures. Dans 36 heures, hein, puisque donc les Britanniques se rendent aux urnes demain. Le Parti conservateur donc, pourrait connaître une défaite historique. Intéressant de voir la une du Sun de demain, où ils écrivent « Time for a new manager ». Le Sun, The Sun, c'est vraiment conservateur hein, comme journal. Ce n'est pas du tout un journal travailliste. Eh bien, eux-mêmes parlent d'une nécessité d'un nouveau manager, donc comme Premier ministre. Boris Johnson a d'ailleurs été appelé à la rescousse par Rishi Sunak hier. On va les écouter, Boris Johnson et Rishi Sunak. Il y a 5 ans, vous avez contribué à envoyer Jeremy Corbyn et son disciple de l'époque, Keir Starmer, en orbite, là où ils devraient être. Et nous avons obtenu le Brexit. Nous avons restauré la démocratie dans notre pays et c'est parce que nous avons obtenu un véritable Brexit. Vous vous souvenez tous à quel point la lutte a été dure, que nous sommes sortis du marché unique de l'UE. Nous avons contrôlé notre propre réglementation et mes amis, quoi qu'on en dise, cette indépendance nationale a été vitale lorsqu'il s'agit d'approuver les vaccins Covid plus rapidement que n'importe quel autre pays de l'UE et donc d'obtenir le déploiement de vaccins le plus rapide de toutes les grandes économies et le rebond économique le plus rapide de tous les pays du G7. N'est-ce pas formidable, mes amis, d'avoir toute la famille conservatrice unie ? Pensez-y, l'autre jour, Keir Starmer disait que Jeremy Corbyn aurait été un meilleur Premier ministre que Boris Johnson. Quentin Peel, on voit l'enthousiasme quand même de Rishi Sunak et de Boris Johnson qui raconte en plus que les Britanniques ont mis en place le premier vaccin Covid. Enfin, il est très triomphaliste. Oui, mais Boris Johnson est justement un parti du problème pour les conservateurs. C'est un homme qui est puissant, mais pas sérieux. Et c'est ce qu'a découvert les voteurs qui savent maintenant que vraiment
il était un très mauvais Premier ministre. Et à cause de ça, Rishi Sunak, qui est beaucoup plus sérieux, ne réussit pas à les convaincre de voter toujours pour les conservateurs. On va regarder un petit peu. Vous avez un petit problème de son qu'on a avec vous, Quentin Peel. On va demander à l'équipe justement de regarder ce qui se passe. Un mot, Esther Lenman, pour rebondir justement sur cette campagne de Rishi Sunak et Boris Johnson. Qu'est-ce qui s'est passé quand même chez les conservateurs? Ils ont purgé les plus modérés. Il y a eu du Boris Johnson. On parlait de Liz Truss. Et aujourd'hui, ils sont totalement désavoués. Alors, d'une part, effectivement, il y a l'usure du pouvoir. Il y a le fait qu'ils n'ont quasiment plus de force de réserve, même parmi leur leadership. Et je pense que c'est un peu injuste de dire que c'est uniquement une défaite des conservateurs. Je pense que Keir Starmer a transformé un parti qui était en déshérence. Il en a fait une machine de guerre qui est extrêmement disciplinée et qui est tenue. Et où il y a un... Ah, je vois Denis McShane qui me dit que c'est pas vrai. Mais on va y revenir. En fait, moi, ce qui m'intéresse au départ, c'est justement cet échec des conservateurs. C'est-à-dire, maintenant, on parle même de l'existence même du Parti conservateur. Écoutez, on a vu effectivement une campagne électorale désastreuse avec notamment des députés ou des gens qui étaient proches du pouvoir qui ont parié, qui ont fait des paris sur la date des élections ou sur le résultat des élections. Ça donne une impression, si vous voulez, d'absence de rigueur. D'absence de rigueur. Catherine Mathieu, en plus, ils sont en train de perdre, y compris d'ailleurs, dans leur bastion, il risque d'y avoir des victoires du côté des libéraux, même dans leur bastion. Et puis, ce qu'ils avaient raflé donc, au Labour, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Red Wall dans le nord industriel, risque de leur échapper totalement lors de cette élection. Parce que Keir Starmer a recentré le parti. En recentrant le parti, il a poussé les conservateurs à aller eux-mêmes vers l'aile droite. Et donc, dans toute cette partie du Royaume-Uni qui avait voté traditionnellement travailliste et qui avait basculé en faveur de Boris Johnson il y a quelques années, on voit aujourd'hui qu'on a des travaillistes qui sont là, beaucoup plus au centre, des conservateurs qui se sont déplacés à droite sur l'échiquier politique. Et surtout, à droite, il y a Nigel Farage avec son parti Reform UK qui est en train de monter. Quand on voit les sondages, les intentions de vote des Britanniques, on a certains sondages qui donnent Reform UK à la même hauteur que les conservateurs. Donc on a chez les conservateurs, en fait, vraiment un problème pour avoir à nouveau rassembler des forces qui se dispersent du côté des travaillistes pour certains, du côté de Reform UK pour les autres. Vous êtes d'accord, Denis McShane? Est-ce qu'il est en voie de disparition, ce parti conservateur? Non, il est là depuis 2 siècles. Je pense qu'il y a quelques années de difficultés, mais ce sondage de ce soir, dont les conservateurs sont 3 sièges, et M. Farage, notre Marine Le Pen, il partage avec Marine Le Pen le soutien pour Vladimir Poutine et toutes les idées de la droite anti-immigrée, et lui, 2, peut-être 3 sièges. Donc, à-t-on voir, bien sûr, mais toujours avec M. Farage, il fait grand bruit dans le Parlement européen que personne ne prend très au sérieux ici, mais il a tâché 8 fois d'entrer dans la Chambre des communes, toujours refusé. Donc et sur ce Keir Starmer, oui, il a fait très bon. Keir Starmer a fait un très bon nettoyage. Il a démélenchonisé son parti, c'est une bonne chose, mais avec le soutien de tous les nouveaux entrées. J'ai vu les jeunes du parti, les hommes et les femmes, 20 ans, pas plus, et eux, ils sont déterminés d'avoir un parti réformiste, pro-européen, capable de gérer le pays après le désastre, les années très tristes de Jeremy Corbyn. Et j'espère bien en France que M. Mélenchon peut suivre l'exemple de M. Corbyn et aller à la retraite. On va parler un petit peu de la France à la fin, un peu plus tard, mais on va revenir sur le portrait de Keir Starmer, parce que peut-être que vous le connaissez très bien outre-Manche, mais il y a peu de gens le connaissent, le leader des travaillistes. Qui est-il? Son portrait avec Olivier Fessol. Au milieu d'ouvriers, sur un terrain de football ou entouré de militants, toute sa campagne, Keir Starmer a martelé le même message.
il sera le Premier ministre du changement. Nous avons connu 14 années de chaos, de division et d'échecs. Et le choix de demain est d'y mettre un terme, de tourner la page et de commencer à reconstruire avec le Parti travailliste. L'avocat de 61 ans promet de relever le pays comme il l'a fait avec le Parti travailliste. Car en 2020, quand Keir Starmer prend les rênes du Labour, la formation politique vient de vivre une défaite électorale historique. Starmer aura à cœur de recentrer le parti, quitte à pousser vers la sortie les tenants de l'aile la plus radicale, comme son prédécesseur Jeremy Corbyn. S'il doit son prénom au fondateur du Parti travailliste, Keir Starmer ne rentre en politique que tardivement, sous le règne de Margaret Thatcher, et ne deviendra député qu'en 2015. Décrit comme austère et froid par ses détracteurs, il doit aussi son ascension fulgurante à son tempérament, selon son entourage. C'est un avocat brillant, très minutieux, très travailleur, très concentré sur les affaires de l'époque. Et il a connu un grand succès en tant que jeune avocat spécialisé dans les libertés civiles à cette époque. Fils d'un ouvrier et d'une infirmière, le leader travailliste a fait toute sa campagne sur le pouvoir d'achat des classes populaires. Centriste, Keir Starmer a aussi donné des gages de sérieux budgétaire et promis qu'il n'y aurait pas de hausse massive d'impôts sous son gouvernement. Quentin, est-ce qu'on peut le comparer à Tony Blair en 1997, Keir Starmer ? Alors, il est beaucoup plus sérieux et pragmatique, je crois, que de Tony Blair. Il n'a pas l'engagement pour les voteurs, mais quand même, il est dans le milieu du parti. Il essaie d'unifier le parti. Ce qui est curieux, c'est que vraiment, si ce parti travailliste en ce moment gagne une majorité qu'on n'a jamais connue dans le passé, c'est vraiment avec un certain manque d'enthousiasme. Tout le monde, c'était une campagne très prudente et il n'a pas de grande vision de Keir Starmer. C'est plutôt très pragmatique et très prudent. Vous êtes d'accord, Denis McShane, pas de grand enthousiasme malgré un score qui devrait être un raz-de-marée demain. Alors on dit qu'il est compétent, qu'il est discret, c'est un avocat spécialiste des droits humains. Comment vous pourriez le décrire, vous ? Vous pouvez avoir les grands... On peut avoir les grands orateurs comme leaders où on a des compétents généraux qui savent mener une bataille. Et avec Sir Keir Starmer, c'est un avocat comme Tony Blair, sauf que Tony Blair est entré dans la Chambre des communes à l'âge de 30 ans et a beaucoup d'expérience. Sir Keir est entré à l'âge de 50 ans, détruit pendant la période, si vous pensez par comparaison en France, avec la période des frondeurs qui ont détruit le gouvernement de François Hollande il y a à peu près 10 ans et laissé la droite et les non-socialistes gagner en France. Et Keir Starmer est entré relativement tardivement dans la Chambre des communes. Et à un moment quand tout le monde veut accepter de se taire, de fermer la gueule et de concentrer sur l'idée de défaire les conservateurs. Et donc, il est arrivé au bon moment, chemin sans faute, il dit très peu, il offre très peu. C'est une élection avec le moins de promesses que j'ai jamais vues dans quelques années d'activisme dans le Parti travailliste. Et ça, je trouve une bonne chose. Oui. Mais allons se réunir dans 1 an, 2 ans, et je crois qu'il y aura pas mal de problèmes parce que reformer un pays sont des décisions un peu radicales sur quelques sujets n'est pas très facile. Oui. Esther Lenman, vous disiez, comme Denis McShane, qu'il a recentré donc ce Labour Party, ce parti travailliste. On a beaucoup dit ça de Tony Blair, justement, dans les années 90. Je crois que c'est l'opposé de Tony Blair, c'est-à-dire qu'il n'est pas charismatique pour un sou, mais c'est un type
hyper sérieux, qui travaille ses dossiers. Tout le monde dit qu'il a été avocat, effectivement, mais il a aussi été DPP pour l'Angleterre et le Pays de Galles. C'est-à-dire procureur général, même, c'est-à-dire qu'il avait une énorme équipe de procureurs qui travaillaient sous lui. Donc il sait ce que c'est que de gérer une administration. Il arrive avec une expérience déjà du management. Et c'est, les Anglais disent no drama star, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelqu'un qui fait des envolées lyriques, c'est quelqu'un qui bosse ses dossiers et qui en dit aussi peu que possible. Et toute sa campagne, il l'a basée sur le principe de « nous ne faisons pas de promesses que nous ne pourrons pas tenir », en partant du principe que les électeurs sont déçus qu'on leur vende la lune. Catherine Mathieu, oui, on parle des Securonomics, une sorte de réalisme sur l'économie. D'ailleurs, il est soutenu par la City. Oui, non, mais c'est soutenu par le Financial Times. Alors, c'est sans doute à la fois une des raisons pour lesquelles les travaillistes sont aujourd'hui très en tête dans les sondages, cette position de Starmer qui promet peu. En même temps, il y a énormément de risques à avoir cette position, parce que les Britanniques sortent de 14 ans quasiment d'austérité budgétaire. Ils ont d'énormes besoins de financement de leur système de santé, de leur système d'éducation. Ils se sont mis, il y a quelques années, à la pointe de la lutte contre le changement climatique et progressivement, Rishi Sunak est revenu dessus. Et les travaillistes ont d'abord dit, il y a quelques mois, qu'ils prendraient en place des mesures pour financer la lutte contre le changement climatique s'ils étaient élus, et ils sont progressivement revenus sur l'ampleur des mesures qu'ils prendraient. Donc on est parti d'un plan qui faisait 25 milliards par an à un plan qui ne ferait plus que 1 milliard par an sur 5 ans. Ça a été énormément réduit. Toutes les mesures qui sont proposées pour financer le système de la santé reposent sur des évolutions des recettes très faibles. Donc risque... ça veut dire quoi au final? Effectivement, pas de promesses, mais alors comment faire des changements? Aujourd'hui, ce que nous disent les travaillistes dans leur programme, c'est ce qu'ils espèrent ils espèrent qu'il y aura de la croissance au Royaume-Uni et que ça permettra de financer toutes les mesures dont les Britanniques ont besoin. Mais ça paraît très peu vraisemblable. Et c'est d'ailleurs là-dessus que les conservateurs ont appuyé pendant toute la campagne en disant « si les travaillistes sont élus, vous aurez des hausses d'impôts ». Les travaillistes disent non, on n'augmentera pas les impôts. D'où le soutien de la City aussi. D'où le soutien de la City. Puisqu'ils ont ce discours anti-impôt. Anti-impôt et très effectivement en faveur d'une politique de l'offre, de relancer l'investissement au Royaume-Uni, de relancer la croissance au Royaume-Uni. Mais est-ce que ça pourra vraiment se produire dans les mois qui viennent? Ça ne me paraît pas certain. En tout cas, ça pourrait leur permettre de faire ce score historique. Quentin Peel, on ne parle pas tellement du Brexit d'ailleurs pendant cette campagne, alors que d'après les sondages, d'après les enquêtes, 57% des Britanniques choisiraient aujourd'hui de rejoindre l'Union européenne. Donc finalement, de nombreux Britanniques sont déçus du Brexit. Pourquoi est-ce que ce n'était pas au cœur de la campagne ? Vraiment parce que le Parti travailliste avait un peu peur de parler de ça, parce qu'il voulait regagner les sièges qu'ils avaient perdus à cause de Brexit dans le nord de l'Angleterre. Et à cause de ça, par exemple, Keir Starmer a répété encore une fois aujourd'hui que la Grande-Bretagne ne va pas rejoindre le marché unique pendant sa vie. Alors, il est assez dur contre ça, et j'espère bien que Denis McShane a raison quand il dit que c'est un parti européen maintenant. Mais c'est toujours un parti un peu divisé au sujet du Brexit, et c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas voulu parler de Brexit. Denis McShane, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis en avant le fait qu'une majorité de Britanniques aujourd'hui voudraient retrouver l'Union européenne ? Parce que la deuxième question est toujours, si demain il y a un référendum pour réentrer dans l'Union européenne, comment vous allez voter? Et là, la majorité évapore. Donc, et le problème aussi, c'est que nos amis en Europe sont pas très encourageants. Ils aiment bien la vision de l'Angleterre carrément cassé à cause du Brexit, avec une économie qui marche mal. Et il dit à Georgia... Les Européens, au contraire, voulaient que les Britanniques restent. Ils disent à Georgia Meloni... Non, ils sont assez contents d'indiquer à Marine Le Pen, Jordan Bardella, Georgia Meloni, Geert, comment s'appelle, Wilders aux Pays-Bas,
Voilà ce qui vous arrive si vous continuez avec votre politique de quitter l'Union européenne. Regardez l'exemple des Britanniques. Vous ne voulez pas ça, M. Orban perd tous vos revenus qui arrivent à Budapest des contribuables de l'Europe de l'Ouest. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais on n'a pas le temps de citer, mais je peux citer le futur chancelier. Disons qu'il faut accepter que Brexit était très nuisible aux Anglais. Ça, c'est un commencement. Parce que sur le règne de Boris Johnson et Rishi Sunak et les autres, Nigel Farage, toujours dans les nuages, insistant, comme a dit Boris Johnson, que vous transmis un petit extrait, que le Brexit c'est une grande victoire, on a recouvré nos souverainetés, blablabla. Bla, bla, bla. C'était intéressant quand, après Boris Johnson a fait cette intervention, il est immédiatement quitté la scène. Il n'a pas serré la main de Rishi Sunak. Il ne veut rien savoir de Rishi Sunak. Il veut simplement montrer que moi, Boris, j'ai toujours raison. Esther Lenman, le Global Britain n'a pas été une stratégie payante pour le Royaume-Uni, au final, cette sortie du Brexit. Cette sortie de l'Union européenne, pardon, ce Brexit. Non, c'est vrai, mais ça a provoqué de tels traumatismes, de telles divisions, que je comprends très bien que, étant prudent, les leaders travaillistes ne veulent pas remettre le ragoût sur le feu, si j'ose dire. Que ça a quand même laissé des cicatrices profondes et qui continuent à suppurer. Vous êtes d'accord, Catherine Mathieu? Parce que lorsqu'on regarde effectivement d'un point de vue économique, tout de même, il y a eu 4 récessions, c'est ça, en 10 ans au Royaume-Uni, un effondrement des services publics. Enfin, franchement, alors est-ce que tout est conséquence du Brexit ou pas? Non, tout n'est pas conséquence du Brexit. Si on compare, par exemple, la trajectoire de croissance au Royaume-Uni à la croissance en France depuis 2016, on a eu à peu près la même évolution de croissance au Royaume-Uni et en France. On a eu une croissance un peu plus forte qu'en Allemagne, par exemple. On n'a pas une situation qui s'est particulièrement dégradée au Royaume-Uni. Mais le Brexit n'a eu véritablement lieu qu'à partir de 2020. Donc c'est encore assez récent. Et on peut rappeler peut-être, je pense que c'est utile, que dès le début, les Britanniques ont toujours été très réticents par rapport à cette appartenance à l'Union européenne. Les Britanniques sont entrés en 1973 dans la communauté économique européenne. 1 an plus tard, ils faisaient un référendum pour savoir s'ils restaient ou s'ils sortaient. Et ensuite, ils ont toujours eu une attitude, on l'a beaucoup dit, de choisir ce qui leur convenait dans l'Union européenne, un pied dedans, un pied dehors. Et donc ce Brexit qui est arrivé après des années de disputes chez les conservateurs sur est-ce qu'on reste, est-ce qu'on sort, revenir dessus, c'est vraiment très impossible aujourd'hui. Intéressant tout de même, Quentin Peel, de parler de l'Écosse, parce que l'Écosse, c'était quand même le parti nationaliste qui était plutôt en tête. Et aujourd'hui, les travaillistes pourraient faire un raz-de-marée en Écosse. Et c'est là d'ailleurs qu'a été créé à l'origine le parti travailliste. Oui, c'est très important pour le Parti travailliste qu'ils vont regagner pas mal de sièges en Écosse. Et c'est un parti de la majorité qu'ils auront. Mais ce qui est intéressant en Écosse, c'est le Parti nationaliste écossais, le SNP, qui est le plus positif pour rejoindre l'Union européenne. Mais ils vont perdre pas mal de sièges en Écosse cette fois-ci. Alors, la question de l'indépendance de l'Écosse, c'est off the table. Alors maintenant, et ça, c'est vraiment une réussite pour Starmer, qu'il regagne la position du Parti travailliste en Écosse. Denis McShane, comment on l'explique ça en Écosse? Très simplement, les nationalistes écossais ont un seul discours, c'est le nationalisme, l'indépendance, à bas les Anglais. Et les Écossais, surtout les électeurs écossais, regardent la condition lamentable de l'éducation, de la santé, de tous les services publics, parce que cette obsession de la nation
contre Mundum n'est pas très payante. Et on voit ailleurs en Europe, les partis ultranationalistes n'avancent très fortement dans les urnes. Donc, pour moi, c'est une bonne chose de voir le Royaume-Uni était probablement la première Union européenne, une union de 4 pays séparément indépendants et qui a très bien marché. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que les Anglais sont toujours réticents vis-à-vis de l'Union européenne. Mais parce que quand on a les partis qui ont proposé dans les années 70, les années 80, les années 90, une espèce de retraite, il est rejeté aux urnes. Mais vous allez à un plébiscite populiste. Oui, comme la France a dit non à l'Europe en 2005 avec les Pays-Bas en refusant la dite constitution. Oui, vous mettez la question de l'Europe devant des électeurs dans un plébiscite populiste. Oui, malheureusement, les électeurs disent non merci. Pour revenir à l'Écosse une seconde, c'est autant la défaite du SNP que la Parti nationaliste, donc. Du Parti nationaliste que la victoire des travaillistes que l'on annonce, parce que le SNP aussi a eu des problèmes, des scandales internes, et puis c'est l'usure du pouvoir, comme pour tous les partis. Qui fait que les travaillistes pourraient retrouver le fief initial, finalement, de ce parti qui était l'Écosse. Oui, tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est l'usure. C'est vraiment l'usure. On a beaucoup parlé de ces référendums, justement, pour l'indépendance. De financement du parti. Donc c'est vraiment ça. C'est une opportunité là, qui se présente aujourd'hui pour les travaillistes de reprendre des sièges en Écosse, quelque chose qu'on n'aurait pas pensé il y a 1 an ou 2 ans. C'est très récent. Alors Nigel Farage, lui, reste, lui pourrait rentrer pour la première fois, si je comprends bien, au Parlement britannique, à la Chambre des communes. Donc il fait campagne, on va l'écouter. Cela fait 1 mois et 1 jour que nous travaillons à plein régime pour obtenir des millions de voix. Nous allons y parvenir, j'en suis certain, obtenir quelques sièges, j'en suis certain. Si c'est beaucoup plus que cela, alors c'est fantastique. Il s'agit de notre premier pas significatif vers un objectif beaucoup plus long, un objectif à terme qui vise 2029. Quentin Peel, donc ça évidemment c'est la contradiction, c'est-à-dire un raz-de-marée pour le Parti travailliste, mais peut-être une entrée justement de ce nouveau parti qu'a créé Nigel Farage, qu'on connaît bien puisqu'on l'a beaucoup vu au Parlement européen. Est-ce que c'est contradictoire? Il pourrait d'ailleurs prendre des sièges aux conservateurs? Oui, alors la rentrée de Nigel Farage dans cette élection, c'est un désastre pour le Parti conservateur. Et justement, il faut souligner une petite chose, qui est ce qui est en commun entre l'Angleterre ou la Grande-Bretagne et la France, c'est que les conservateurs modérés, c'est-à-dire chez vous les républicains, chez nous le Parti conservateur, sont en panne. Et justement, Farage monte. Alors, il ne montera pas assez pour gagner beaucoup de sièges, mais il monte quand même. Et c'est vraiment un danger pour un parti conservateur qui va être tout à fait en morceaux après ces élections, qu'il peut-être il va gagner pas mal de voteurs de chez eux. De chez eux, c'est-à-dire? Chez les conservateurs. De chez les conservateurs, ça vous voulez dire que Nigel Farage va gagner en fait une partie de l'électorat conservateur. Vous êtes d'accord, Denis McShane? Oui, dans une certaine façon, pour moi, ce qui est aussi assez important, c'est le retour des libéraux démocrates. Oui. C'est un parti libéral pro-européen, intelligent, modéré. Il était laminé dans l'ère de David Cameron et Boris Johnson. Maintenant, on leur donne 70-75 sièges. Donc, il revient en force à la Chambre des communes. Nigel, je le connais depuis 30 ans, il n'aura aucun impact à la Chambre des communes. C'est un grand gueule, il passe bien à la télé, mais il n'est pas un parlementaire. Et notre système, toujours, est basé sur des performances au Parlement. Alors pourquoi est-ce que des Britanniques vont voter pour lui, un peu aussi jeune qu'il était. Pourquoi est-ce que des Britanniques conservateurs vont voter pour lui? C'est une célébrité.
Moi, je pense qu'il y a une Parce que c'est une question. célébrité. Le BBC lui met dans toutes ses plateformes et il est il parle très bien, il est très fort, très court et toujours il attaque à cette monstre de l'Union européenne. Et bien sûr, il y a un peu, je me souviens de Georges Marchais il y a 40 ans. Vos téléspectateurs jeunes ne connaissent pas Georges Marchais, mais il parlait exactement comme Nigel Farage sur l'Europe. Et Georges Marchais, à l'époque, le chef du PC, le communiste, était une grande personnalité médiatique. Oui. Catherine Mathieu. Oui, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que chez les conservateurs, beaucoup vraiment vont de plus en plus vers l'aile droite du Parti conservateur. Beaucoup menacent, beaucoup ont quitté déjà le Parti conservateur. Certains pour rejoindre le parti de Nigel Farage. Et si on pense à Suella Braverman, par exemple, qui était ministre de l'Intérieur, qui avait une vision très très dure en matière de politique d'immigration, plusieurs conservateurs qui sont dans la même mouvance qu'elle sont vraiment très proches de rejoindre Farage et disent au Parti conservateur qu'il faut durcir la politique en matière d'immigration. Il y a un grand sujet que Sunak a porté sur l'immigration, qui était de dire que les immigrés qui venaient au Royaume-Uni de façon clandestine pouvaient être envoyés au Rwanda, dans des camps. Ça, Starmer a dit qu'il supprimerait ce projet si les travaillistes étaient élus. Il n'a jamais vraiment vu le jour non plus. Il n'a jamais vu le jour, mais en fait, depuis des mois, dans une partie de droite des conservateurs, on tenait beaucoup à ce projet. Et cette question de l'immigration clandestine, des petites embarcations qui franchissent la Manche tous les jours, sur ce sujet-là, Farage a gagné des voix chez les électeurs britanniques. Alors, il nous reste 5 minutes pour justement essayer de voir un petit peu si on pourrait tirer les leçons de ce scrutin outre-Manche en France. Un mot, Quentin Peel, dans une tribune du Financial Times, Gideon Rachman dit finalement les électeurs en France, ils n'ont qu'à essayer grosso modo le Rassemblement national parce qu'ils seront aussi désenchantés que les Britanniques avec le Brexit, mais ça aura des conséquences mondiales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je crois bien. C'est un moment très sérieux pour l'Europe, ce qui arrive en France. Et vraiment, cette question de la droite extrême, l'extrême droite, avec Farage ou avec Le Pen, ils trouvent pas mal de voteurs, peut-être toujours en Angleterre une minorité, mais voteurs qui ont vraiment peur de l'immigration. Et aussi, une autre chose, ils sont très contre la politique du climat. C'est-à-dire, ils trouvent quand il y a des problèmes économiques, ils ne veulent pas poursuivre ce chemin chemin de zéro. Et ça aussi, Farage a bien exploité ce problème, et c'est un problème pour le Parti conservateur, mais aussi pour la position de la Grande-Bretagne dans le monde. Denis McShane est sur la gauche, ce nouveau Front populaire. On peut dire qu'il est quand même très différent des travaillistes de Keir Starmer, ou est-ce que vous pourriez faire un parallèle ? Non, le Front populaire, c'est une coalition, c'est un mot trop noble. Je crois que Raphaël Glucksmann serait absolument bienvenu comme ministre dans un conseil de ministres de Keir Starmer. Et j'espère bien que le PS peut, après les frondeurs ont détruit le PS il y a 10 ans, peut recommencer une période, pas d'ascension, mais au moins de retour en force. Parce que, pour moi, si le Front populaire devient la France insoumise ou se mélenchonisée, serait absolument terminé. Donc, il y a je ne veux pas trop exagérer et trop exciter. Il faut vivre avec Trump pendant 4 ans. Attends dimanche pour voir si Jordan Bardella arrive avec une majorité absolue des députés à l'Assemblée nationale. Voilà, je m'en doute. Pour vous, c'est la question pour vous, c'est net et clair. Et c'est tout le reste de l'Europe qui s'est très concerné par
une partie d'opposition de M. Bardella et Mme Le Pen. Voilà. Merci. Je voulais juste... C'est curieux, l'Angleterre sera un modèle de pays gouverné avec gouvernement réformiste assez stable pendant 5 ans. Peut-être il faut apprendre un peu de ce que fait le Parti travailliste chez nous. Oui, donc ça va être inversé. En fait, les scénarios Esther Lenman, juste un mot de conclusion. On peut presque dire effectivement que c'est une petite lueur d'espoir, que eux, ils ne sont pas au même stade du cycle, mais que le cycle est éternel, que peut-être que dans quelques années, nous aussi, on retrouvera la raison. Catherine Mathieu ? Oui, vous avez une vision plus optimiste sans doute que la mienne aujourd'hui. Je souhaite aux travaillistes en tout cas beaucoup de succès, sachant que je suis inquiète sur le plan économique de toute la rigueur budgétaire qu'ils nous annoncent et je ne vois pas comment ils vont pouvoir mettre en place les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique, pour refinancer le système de santé britannique, s'ils ne font pas davantage de dépenses que ce qu'ils disent pour le moment. Merci Catherine Mathieu, merci beaucoup Esther Lenman d'avoir été avec nous. Merci Quentin Peel, merci à vous Denis McShane d'avoir été en direct de Londres. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.